Hey yo, wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Aïma. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bocaz et nous sommes à Basse-Terre. On va partir à la rencontre de personnes exceptionnelles. On va aller voir Emma, qui est masseuse mais qui fait plein d'autres choses aussi. On va aller voir Landry, qui a un élevage caprin. Mais là, tout de suite, on va à la rencontre de Maëva, qui est responsable communication marketing dans une distillerie. Ça va être un épisode incroyable. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Let's go. Salut Maëva. Salut Emma, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité ici. C'est avec grand plaisir. Je ressens que c'est un lieu qui est rempli d'histoire. C'est vraiment le cas. En fait, ici, on est sur la plus ancienne distillerie de la Guadeloupe. D'accord. Donc, l'histoire a commencé en 1887 et même avant. Ça a été une habitation sucrière, comme beaucoup de distilleries. Et il y a plein d'histoires à raconter. Et c'est vraiment une mission qu'on se donne. Ouais, justement, je sens que vous avez cette mission de raconter cette histoire, de faire en sorte qu'elle ne se perde pas, mais pourquoi ? Parce que c'est le patrimoine de chez nous, c'est notre produit terroir. Donc, raconter l'histoire du rhum agricole, c'est raconter la Guadeloupe. Et voilà, au travers de notamment l'activité spiritouristique, on peut avoir le plaisir de partager ça avec les visiteurs qui viennent en Guadeloupe et même avec les locaux qui souhaitent en savoir plus aussi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ce soit avec les bains, déjà, première partie, c'est que je trouve que c'est intéressant avec les touristes. C'est quoi le terme que tu as utilisé déjà ? Le spiritourisme, voilà. Ce que je trouve intéressant déjà, c'est que ils apprennent l'histoire de la distillerie, mais aussi une partie de l'histoire de la Guadeloupe en fait. C'est ça, notamment il y a un personnage historique qui s'appelle le Chevalier de Saint-Georges. Alors tout Guadeloupéen a déjà entendu parler du Chevalier de Saint-Georges. Son vrai nom c'est Joseph de Bologne et on raconte dans notre parcours de visite son histoire, le fait qu'il soit né donc du propriétaire de Bologne, son parcours très de renommée sur la cour du roi de Paris en tant que musicien, père et aussi en tant que commandant. Ok, d'accord. Ouais, c'est un bain. Je trouve que ce qui est super intéressant, c'est qu'au-delà de la distillerie, j'ai l'impression que c'est vraiment un point d'histoire. On peut me retrouver des vestiges, des maisons qui ont été réhabilitées, des vestiges de l'époque qui nous rappellent une histoire qui est importante. Oui, sur le lieu, en fait, on a conservé l'authenticité du lieu. Même nos bureaux aujourd'hui, ce sont des maisons architecture créole, des habitations du début du XXe siècle qu'on a conservées. Et pour nous, ça fait vraiment partie de l'âme du lieu. Donc, on est vraiment entre tradition et modernité. D'ailleurs, la distillerie, elle est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Donc, on va vraiment avoir à cœur de respecter cette dualité entre histoire et aussi entre avant et demain, en fait. Et demain. Donc, sur l'authenticité du lieu. Même au niveau de la production, on a des éléments très vieux qu'on ne retrouve plus dans d'autres distilleries, notamment une colonne créole qui est très ancienne, qui est encore en fonctionnement. Et pourtant, on va avoir aussi des parties de machines beaucoup plus modernes qui permettent de produire notre rhum agricole et de le proposer au monde entier. D'ailleurs, je trouve que le site, il est très beau. Je vois même derrière nous, il y a une cascade. Je sais pas si c'est naturel ou c'est... C'est tout à fait naturel. En fait, c'est un captage directement de rivière. Donc, c'est de l'eau volcanique qui va avoir toute son importance dans la production de notre rhum agricole. On va l'utiliser pour nos parcelles de canne, mais même pour la réduction de nos rhums après avoir été bien sûr osmosés. Donc, c'est un ingrédient majeur du rhum agricole et c'est de l'eau de source. Ça, c'est un gage de qualité. Franchement, propre. Mais tu sais, moi, je suis curieux de voir autre part. Est-ce qu'on va se déplacer un peu ? Je te propose une petite visite. C'est parti. Let's go. C'est magnifique ici. On est où ? On est dans quelle pièce ? Ça s'appelle le chai. Le chai, c'est ici que va avoir lieu l'élevage des rhums vieux. Ok, d'accord. Ouais. Donc ils sont tous remplis en fait, Ah oui, c'est vraiment des fûts remplis de bonnes choses en préparation. Et ça prend plusieurs années, ça prend minimum 3 ans avant de pouvoir sortir un rhum de cette catégorie. Ok. Le rhum agricole, vous êtes plusieurs à le faire en Guadeloupe, on peut en trouver en Martinique aussi. Est-ce que c'est une spécificité des Antilles françaises ? C'est vrai que tout a commencé dans les Antilles françaises, ce rhum puis un jus de canne. Ça représente
que 4% du marché mondial du rhum. Ok. Tout le reste, c'est du rhum de mélasse. Donc, on a un produit très rare. Très rare. Après, chaque maison va se diversifier selon la variété de canne, le terroir, la méthode de fabrication, la distillation. Nous, par exemple, ici, il y a une variété de canne très rare qu'on utilise, c'est la variété de canne noire. Ok. Et chaque maison a un peu sa petite signature. Sa petite signature. Mais c'est vrai que tout ça, on s'en rend pas compte, en fait, qu'on a un trésor ici, On même s'en à rend ce pas niveau-là, on s'en rend vraiment pas compte. On a vraiment un produit de très très haute qualité qui a fait sa place dans l'univers des spiritueux haut de gamme ces dernières années, et qui est très remarqué. C'est vrai, c'est vrai. Je sais qu'il y a aussi, j'ai pu voir des rhums bio. Oui. Je me demande, est-ce qu'il y a justement un élan éco-responsable dans la production, dans la... Oui, il fallait parce que le cœur de métier, très souvent d'une distillerie, c'est l'agriculture. Ouais. Donc tout commence dans ces parcelles de canne qui sont cultivées. Et avoir un engagement éco-responsable dessus, c'est aussi prendre soin de la Guadeloupe sur plusieurs hectares. Donc c'est un challenge qu'on a relevé notamment ici. On a pu avoir ce label bio, mais on n'a pas travaillé seul. On a travaillé notamment avec le Centre technique de la canne et du sucre, le lycée agricole, d'autres agriculteurs pour trouver des solutions pour l'agriculture de demain. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, depuis qu'on parle tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tests, enfin, j'ai l'impression qu'il y a il y a des rhums qui sont déjà là, Ouais. mais il y a aussi beaucoup de tests, que ce soit la façon de faire fermenter ou autre chose. C'est vrai. À chaque étape, on a un petit peu le recherche-développement. On va faire des essais, on va innover, s'amuser, tout en gardant un peu l'identité du produit. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de nouveautés qui se mettent en place. T'en parles avec beaucoup de passion, toi. Comment t'en es arrivé là, justement? Comme je disais, l'histoire du rhum, c'est aussi la Guadeloupe. Okay. Et parler de la Guadeloupe en tant que Guadeloupéenne, toute notre équipe parle comme ça. Et ça, je pense que ça se ressent et les visiteurs ont plaisir à nous écouter, à découvrir tout ce qu'on a à raconter, parce qu'on raconte la Guadeloupe. C'est vrai, c'est vrai, c'est beau. C'est vrai que c'est vraiment une partie de notre histoire. La distillerie, elle est juste à côté. En vrai, je pourrais la visiter tout le temps, mais j'ai jamais pensé à venir. Je pense qu'ici, il y a plus de touristes que de locaux qui viennent visiter, non? Aujourd'hui, oui, c'est la tendance. On aurait adoré recevoir beaucoup plus de locaux. C'est une partie de notre histoire. Il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir avec tous ces défis d'éco-responsabilité, d'internationalisation aussi. En fait, on se rend pas compte de la valeur de ce produit-là. Et comme je disais, à l'échelle internationale, le rhum arrive à concurrencer des produits qui avaient une place immense comme le cognac et le whisky et qui est apprécié sur tous les pôles du monde. Donc, on travaille beaucoup ce marché-là et on a plaisir en fait à se dire qu'on porte les couleurs de la Guadeloupe très loin à travers un produit terroir. Ouais, c'est vrai. Et on serait ravis de recevoir beaucoup plus de Guadeloupéens qui doivent être les premiers ambassadeurs sur ce produit-là. Et il y a des évolutions, c'est-à-dire qu'on connaissait le rhum il y a 30 ans, mais maintenant il y a le rhum blanc de dégustation, des choses sur lesquelles il y avait des a priori qui sont intéressantes à découvrir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus même enfin, c'est fou parce qu'on n'a pas discuté très longtemps, mais j'ai appris pas mal de choses. J'ai découvert même des personnages historiques, je savais pas qu'ils étaient reliés à cette histoire. Donc ouais, c'est vrai, c'est vraiment s'intéresser à ce qui est fait ici. C'est s'intéresser. Donc le lycée agricole, par exemple, on reçoit des fois leurs élèves pour qu'ils aient ce discours-là et qu'ils comprennent, qu'ils connaissent un peu ce pan de l'histoire, qui se retrouve sur nos tables, en fait. Sûr. Et il y a des formations autour du rhum qui arrivent de plus en plus pour en faire une filière aussi, une plus-value pour notre île. Et ça, on accompagne dès qu'on peut, avec grand plaisir. Du coup, on a dit qu'il y avait des rhums bio, des rhums qui n'étaient pas bio. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, entre le rhum bio et le rhum conventionnel, il y a toute la démarche de la production des parcelles de canne. Et c'est là que ça se joue. Comme les vins bio, en fait. C'est la même démarche. Même si sur les spiritueux, c'est moins courant. Mais en fait, l'entretien des terres, c'est la même dynamique. Donc, pour parler d'un produit bio, il faut avoir le label. Il faut passer 3 années à certifier, de ne pas utiliser le produit phytosanitaire, de prendre soin pour autant de son produit. Donc, le challenge, c'est de protéger la canne de ses nuisibles, des mauvaises herbes, tout en ayant un bon rendement. Parce que c'est le jus de canne qui nous intéresse et il faut faire en sorte qu'il y en ait beaucoup. Donc, ça a été un challenge relevé avec fierté. Après, sur les étapes de production du rhum, c'est un rhum comme les autres, avec le broyage, la fermentation et la distillation. Et ça, vraiment, ça va nous faire évoluer sur la méthode agricole. C'est vraiment la façon de cultiver de demain. Donc maintenant qu'on a vraiment maîtrisé cette méthode-là, on peut l'utiliser sur le reste de notre domaine pour une agriculture vraiment propre, verte et durable. Et durable. Mais du coup, ça prouve que vous êtes en perpétuelle évolution, en fait. Est-ce que même dans les techniques de broyage ou d'autres choses, est-ce qu'il y a des
des évolutions, des changements Oui, au cours du temps. on va utiliser l'outil technologique pour avoir un meilleur rendement, pour récupérer plus de jus de canne, avoir ce taux de brique, ce taux de sucre aussi plus élevé dans la méthode agricole. Donc, il y a une vraie transition et aussi beaucoup de transmission. Un exemple que j'aime beaucoup raconter, à la distillation. On a Dominique qui est notre maître distillateur. Son père était maître distillateur. Ok. On a eu l'occasion de faire des échanges entre eux sur ce corps de métier dans les années 70 versus Ok. maintenant. Et le savoir-faire est maintenu, mais l'innovation va quand même nous aider à produire un peu plus, un peu mieux, et surtout avec plus de confort pour nos équipes, parce qu'à l'époque c'était quand même beaucoup dans la chaleur, dans des créneaux horaires ou sans les machines. Donc on va faire un juste milieu entre la tradition et l'innovation. Et l'innovation, ok. C'est vrai qu'on a un bijou ici. Bon, un bijou qu'il faut consommer avec modération, c'est vrai. Mais c'est un vrai bijou qu'on a en tout cas. Et on invite un maximum de personnes à venir s'intéresser à ce produit terroir. C'est vrai. Merci beaucoup pour cette discussion. Avec plaisir. À très bientôt. Bye bye. La famille, on est toujours à Basse-Terre, on est à Rivière-des-Pères et tout de suite on va à la rencontre d'Emma qui est masseuse bien-être. Salut Emma. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Ok. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Alors, je t'ai donné rendez-vous ici. On est à Rivière-des-Pères et en fait, c'est le quartier dans lequel j'ai grandi depuis mes 2 ans. Ok. Voilà. Et mes parents y habitent. Mes grands-parents paternels aussi y ont habité. Donc, pour moi, c'est un quartier quand même qui symboliquement est important pour moi. Ok, d'accord. Et c'est important pour toi de revenir à la source, j'ai envie de dire, de temps en temps? Oui, bien qu'il y ait plusieurs modalités de revenir à la source en C'est soi. vrai. Mais c'est vrai que oui, c'est important. J'y reviens régulièrement par rapport à ma famille, par rapport à mes parents. D'accord. Donc voilà. Et puis il y a aussi une part de l'enfant qui est encore dans la maison familiale. Donc voilà. Et puis des temps pour moi en dehors de la maison des parents, des temps pour moi aussi près de la mer et ici dans le quartier de temps en temps. Ok. Tu es masseuse bien-être. Oui. Ce que je vais te demander là, c'est comment tu es arrivée à devenir masseuse bien-être? Quel est ton cheminement? Alors, le cheminement, je pense qu'il commence d'abord par la danse que j'ai connue déjà beaucoup plus jeune. D'accord. Et en fait, j'ai eu la possibilité de partir en formation relativement tard pour la danse, en formation professionnelle en danse moderne et contemporaine. D'accord. Et donc, durant la formation qui a duré 3 ans, pour laquelle je partais au moins une année au départ. Au départ, ouais. Donc, j'ai pu bénéficier régulièrement de massages. Et enfin, pour moi, c'était un véritable moment de retour justement à moi, un moment de bien-être. C'était aussi une nécessité en fait à un moment donné. D'accord. Par rapport à ce que me demandait la formation d'un point de vue physique et émotionnel aussi. D'accord. Donc voilà, pour moi, c'est devenu vraiment une routine au fur et à mesure. Donc j'ai pu tester, j'ai eu la chance aussi d'avoir un masseur qui était au centre. D'accord. Donc avec aussi la possibilité d'avoir des massages à des tarifs réduits étant en formation là-bas. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aussi à ce qui se passait à l'extérieur du centre comme type de massage. Et puis aussi, j'ai été amenée, quand je ne pouvais pas, à me masser moi-même. D'accord, ok. Voilà. Et il y a eu aussi une demande de la part des autres. Donc intuitivement, j'ai commencé comme ça. D'accord. Et puis avec le recul, quand j'ai commencé les formations en massage, je me suis rendu compte aussi que je me suis rappelé que j'avais été moi-même, comme on dit, cobaye ou modèle. Ouais. Pour quelqu'un qui donc avait une pratique corporelle aussi assez forte de danse, de yoga, de mime, mais qui se formait aussi au massage. Donc finalement, ça a commencé aussi comme ça, en recevant, et ça m'a beaucoup accompagnée jusqu'à aujourd'hui encore, ça m'accompagne. Tout ce que j'ai reçu comme massage et tout le fait du contact aussi dans la danse, je pense que ça m'a réconciliée aussi quelque part avec une part du toucher. Ok, oui. D'accord. Aujourd'hui, tu danses toujours ? Oui, alors je danse, mais plutôt lors de stages, de masterclass aussi. D'accord. Quand je suis rentrée, je continuais en fait à être en mouvement, c'était ce qui était important pour moi, que ce soit par la pratique du yoga de temps en temps, la danse aussi, plutôt seule. Voilà, l'essentiel pour moi, c'était d'expérimenter en fait mon mouvement, d'essayer aussi de restituer ce que j'avais appris. De voir comment je pouvais faire qu'il soit mien aussi. Ok. Et puis voilà, donc quelquefois aussi avec d'autres personnes, d'autres groupes. Et en soi,
En dehors de la danse, j'ai pu rencontrer d'autres disciplines corporelles. Et notamment, encore une fois, quand je suis partie en formation, et voilà, que j'ai essayé de retrouver ici, j'ai eu un petit peu plus de mal, donc notamment le cerceau aérien, le tissu, la pole dance aussi. Okay. Donc finalement, le corps et ces pratiques-là sont restées quand même assez présentes. Et aujourd'hui encore, dès que je peux, voilà, je vais danser, je vais prendre un petit cours, quel que soit le style, je vais tester quelque chose de nouveau, je vais rencontrer aussi... voilà, d'autres disciplines en fait physiques. Voilà. Physique, ouais, ok, ouais. d'accord. Ben, je sais, on va rentrer vraiment dans le côté massage. Oui. J'ai vu que tu as fait une petite installation là-bas, on y va? Oui, oui. On continue la discussion là-bas? Ouais, Je te suis. Je sais que tu fais plusieurs types de massages. Est-ce que tu peux me les présenter? Est-ce que tu peux en parler? Alors oui, je peux t'en parler. Donc, je dis toujours qu'essentiellement, je propose un massage relaxant de type suédois. D'accord. Parce que c'est celui que je préfère. Mais c'est vrai que la première formation que j'ai eue, c'est au massage prénatal. D'accord. Ça a été plutôt une question d'opportunité en Guadeloupe avec des intervenants qui venaient de l'extérieur. D'accord. Mais pour autant, par la suite, j'ai aussi été formée au massage balinais, à une technique de relance lymphatique avec des points d'acupression de médecine chinoise traditionnelle. Ok. Voilà, j'ai été formée aussi à une technique qu'on appelle la relaxinésie. Donc, qui se pratique plutôt habillée, sur le dos, au sol, sur table. Okay. On peut entamer aussi avec les enfants des 5 ans. Donc voilà, qui contient des points de massage à proprement parler, plus au niveau des extrémités. D'accord. Donc voilà, pieds, mains, tête. Mais qui constitue surtout en fait un accompagnement à une mobilisation passive. D'accord. Donc voilà. Et puis concernant le massage suédois, donc c'est, on va dire, le dernier que j'ai rencontré qui s'approche plus de ce que je voulais faire au départ, donc par rapport au fait qu'il soit père du massage sportif. D'accord. Et donc, mais plus en récupération sportive. Et c'est vrai que ça me parle un petit peu plus dans ces modalités qui permet en fait de garder pour moi une ossature du massage au départ, mais de s'adapter, d'utiliser toutes les autres formations, les autres techniques que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu recevoir aussi moi-même pour pouvoir m'adapter en fait à la personne et à ses besoins. Et je sais que tu es toujours dans la recherche, enfin la connaissance de nouvelles choses. Je sais que tu utilises le son dans certains soins. Ouais. Comment ça se passe? Alors, effectivement, petit à petit, j'étais amenée à intégrer le son aussi dans les massages. Donc, c'est depuis quelques mois que je me forme à ça. D'accord. Mais pareil, j'ai d'abord fait l'expérience du son, une séance en sonothérapie. Donc, j'ai eu la chance pour cette séance d'avoir donc les instruments qui étaient utilisés, c'était notamment le gong, certains bols tibétains, bols en cristal aussi. D'autres instruments, il y avait aussi des diapasons notamment. Ok. Donc voilà, pour faire état des instruments qu'on a l'habitude de voir aussi en sonothérapie. Et ça, c'est un des outils que tu utilises? Oui, alors ça, c'est un des outils que j'utilise. C'est un bol, on dit un bol tibétain. D'accord. Sachant qu'ils peuvent être, notamment celui-ci vient du Bengale. D'accord. Et donc, on a aussi les bols en cristal. Bon, en tout cas, celui que j'utilise et que j'intègre pour l'instant, à l'heure actuelle, dans les soins, donc c'est celui-ci. Alors, on peut utiliser à la fois dans ce qu'on appelle une maillotche, un maillet. D'accord. Donc, il y a d'autres types aussi de maillotches. Et donc, fonction de ce qui est utilisé, on aura un son plutôt grave. Ou alors un son plutôt aigu. Donc, on va lui laisser un petit peu de temps aussi. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, fondamentalement, le bol, il sonne. On peut aussi dire, on peut le faire chanter. Ok. Donc je sais que certaines personnes en ont l'expérience. Donc on va encore lui laisser un petit peu de temps. Il y a aussi une importance finalement du silence aussi. Et du fait de l'écoute, notamment du son qui s'éloigne ou qui se dissout. D'accord. Et parfois même quand on ne l'entend pas. Donc fondamentalement aussi sur la modalité, on peut avoir un bol qui soit plus gros, plus petit. On peut les poser sur le corps. Ok.
Et en soi, même si on ne les entend pas parfois, ils ont quand même leur présence et il y a quand même encore une vibration. Une vibration. Voilà. Ok. Je vais surtout l'amener à chanter. Donc, chaque bol a sa ou ses notes fondamentales. Les harmoniques, mais en soi, ils ont tellement de notes que... Ok. C'est terrible. Et en fait, ça marche vraiment par la vibration, c'est ça? On a entendu un peu une saturation. Ouais. Je vous En tout cas, merci beaucoup pour cette Merci discussion, à toi. pour cette découverte. laisse. D'accord, merci. Ça m'a fait vachement plaisir et j'espère qu'on se revoit bientôt. Merci, À bientôt. La famille, on est toujours à Basse-Terre et tout de suite on va à la rencontre de Landry qui a un élevage caprin. Venez avec moi. Salut Landry. Salut Aïma, Comment tu vas? ça va bien et toi? Ah, ça va super hein. Et je me posais une question, genre t'es grave jeune, pourquoi t'as décidé de partir dans cette voie-là? Ben, en fait, moi j'ai toujours été plongé dans le domaine des animaux. Depuis petit, j'ai toujours eu que ce soit chien, chat, j'avais des oiseaux, etc. J'ai essayé les poules, enfin beaucoup de domaines différents. Ok. Et c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, ben, mes parents m'ont fait mon premier cabri. Et depuis, ben, j'ai jamais lâché, je sais pas, j'ai bien accroché. Ok. La façon dont je t'ai posé la question, ça fait vraiment, mais pourquoi t'as fait ça? Mais moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien, Ouais. en vrai, tu vois. Puisque avoir des cabris, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en Guadeloupe depuis très longtemps. Pour toi, c'était une suite logique? Suite logique, ben, je sais pas si ça a réellement une logique hein, finalement. C'est juste que moi j'ai accroché, j'aime ce que je fais et ben, effectivement c'est vrai que ben, logique dans le sens où mes parents ils m'ont toujours habitué à avoir des animaux et tout, eux ils sont contents tu vois. Mais je sais pas si ça a réellement une logique. Moi c'est juste que j'aime ce que je fais et ça me passionne. C'est le plus important, en vrai. Ouais ben c'est ça. Tu te vois évoluer comment? Tu te vois vraiment évoluer dans ce domaine-là, agrandir ton nombre de cabris? Ben, faut savoir que depuis que quand j'ai commencé à maintenant, j'ai beaucoup évolué. Ok. J'ai commencé avec des cabris créoles. Mhm. Ensuite, j'ai commencé avec du croisement. Au fur et à mesure, ben, j'ai pu avoir que des animaux de race pure. Ok. Aujourd'hui, je compte une dizaine de femelles pour un reproducteur. Ok. Donc, 1 à 2. Là, actuellement, j'en ai qu'un. Ok. Et c'est vrai que par la suite, ben, j'aimerais bien agrandir. Après, en restant raisonnable. Puisque Ok. plus tu as des animaux, plus Ouais, ça c'est demande du soin. Et moi, le but, c'est quand même de continuer à prendre soin de mes animaux. Pas au détriment de la quantité, en tout cas. C'est important. Voilà, c'est important. c'est ça. Tu sais que la façon dont tu dis ça, on a l'impression que bon. Enfin, en tout cas, on y a cabri, tout camaré là et tout, tu vois. Alors que Ouais. non, j'ai l'impression que dans ce que tu me racontes, il y a une recherche, excusez-moi, que ce soit au niveau de la race, que ce soit au niveau de peut-être la qualité du bétail, je sais pas, il y a une vraie recherche derrière. Ben, en fait, pour commencer, ben, au niveau ben, du cheptel, il y a vraiment un souhait de ma part d'avoir un certain niveau, si je puis dire, au niveau de la qualité des animaux. Ok. Tu vois, donc les animaux que j'ai, ils sont tous bouclés. Je m'assure qu'il y a un suivi quand même, un minimum de traçabilité au niveau des parents. Mhm. J'essaie de ne pas faire de consanguinité, rester dans la même race et puis surtout travailler certains critères, notamment des fois la longueur, l'arrondi au niveau de la tête des animaux et tout. Et puis comme tu disais, effectivement, on a souvent cette habitude, en tout cas aux Antilles, de voir les cabris Oui, attachés c'est ça. au piquet. Et moi, ben, notamment à travers les réseaux sociaux ben, de mon élevage, j'essaye un peu de déstigmatiser un peu tout ça, tu vois, de te dire que oui, c'est des cabris, mais tu peux en prendre soin comme tu prendrais soin peut-être de ton chien ou de ton chat. C'est vrai. Et bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est vrai que dans la façon dont tu travailles, j'ai l'impression que tu essaies vraiment d'allier ben, la tradition, hein, ce qu'on faisait avant, et l'ère d'aujourd'hui, par exemple. Comme tu m'as dit Instagram, tu t'appelles Goats, l'Inde, Goats, ça. on sait très bien le jeu de mots, tu vas goûter Voilà. ça full time, qui veut aussi dire chef, tu vois, j'ai Voilà. vraiment cette impression que tu essaies de récupérer la base, prendre ce que toi tu connais, et essayer de mixer et créer quelque chose avec. Ben, c'est exactement ça, notamment, ben, comme tu disais sur Instagram, où je fais beaucoup de réels. Et tu verras, j'essaye de mettre des musiques, j'essaye de rajouter du rythme. De pas juste faire du classique où tu filmes ton cabri, tu le mets sur les réseaux Exactement. sociaux, etc. J'essaie que, ben, qu'il y ait du rythme ou sinon de montrer une certaine évolution sur tel ou tel cabri. Montrer que ça bouge, quoi, donner ben, du sens à tout ça. C'est vrai. Tu m'as dit que tu voulais déstigmatiser justement ce qu'on connaissait déjà.
Est-ce que aussi tu as un côté où tu veux partager un savoir qui peut-être se perd, peut-être de plus en plus de jeunes ne vont pas se diriger vers ça. Est-ce que tu as envie de montrer que ouais, les gars en café, ça peut être cool, tu vois? Ben, c'est un peu ça, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, comme je te disais, ben, j'ai commencé avec du cabri créole, quoi. Ouais. Et en fait, en me renseignant beaucoup sur Internet, ben, j'ai découvert ce que c'était le boer. Moi, j'ai juste vu un cabri blanc à tête marron. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, je veux ça. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, ben, je me suis rendu compte que c'est compliqué à trouver, qu'il y a des critères, etc. Et ben, quand j'ai eu mes premiers boers depuis Ouras, moi, je faisais des vidéos, même aujourd'hui, je fais des vidéos tous les jours de mes cabris. Ok. Et le truc, c'est qu'en fait, ces vidéos-là, soit elles restaient pour moi, ou alors je les partageais à mes proches. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux? D'autant plus que moi, ben, je suivais déjà des élevages, notamment en Afrique, en Australie, là où la race caprine c'est vraiment très développée, tu vois. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer? Donc j'ai fait 2-3 vidéos. Au début, ben, ça marchait tranquillement. Et puis j'ai commencé à voir que j'avais des vidéos à 10 000 vues, 20 000 vues, 40 000 vues pour les meilleures vidéos. Je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose. Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, ben, j'essayais au niveau des réels, j'essayais de différents styles avec différentes musiques, etc. Jusqu'à trouver, je dirais, ma patte. Et là, maintenant, ben, j'ai mon truc et je déroule, quoi. Tu dirais que ton métier, hein, parce que clairement c'est un métier, tu dirais que ton métier, il est vu comment par tes proches, ta famille, tes amis, etc. Il est vu comment? Ben, ma famille, mes proches, eux, ils ont toujours été fiers. Après, j'avoue que les amis, quand on leur dit ça au premier abord, ça fait bizarre. Tu sais, t'arrives, tu dis, moi j'élève des cabris, ben, comme je disais, tout de suite on pense au gars qui attache ses cabris au piquet devant chez lui. Et puis quand ils voient la page Instagram et tout, ils se rendent compte que, ah ouais, mais en fait, ils sont vraiment beaux tes cabris, etc., etc. Donc, ouais, j'ai toujours eu un soutien de ma famille, mais c'est vrai que mes proches, enfin, mes amis, du coup, au premier abord, ils voient pas ça tout de suite comme moi je vois les choses en tout cas. Ok. Je sais qu'il y a des concours par rapport au cabri et tout. Est-ce que toi, tu en fais? Est-ce que tu en fais des concours? Est-ce que ça t'intéresserait d'en faire par la suite? Ben, en tout cas, en Guadeloupe, il y a beaucoup de concours liés au cabri tigran. Mais il n'y a pas beaucoup de concours liés vraiment à l'exposition des cabris avec des critères, etc. Moi, j'aurais bien aimé participer à ce type de concours. Mais comme je te dis, il y a pas, c'est pas encore assez développé ici. C'est pas développé ici, c'est ça. Ok. Une question que je me pose, c'est est-ce que c'est un travail qui est compliqué, qui est dur au niveau du temps? Est-ce que c'est chronophage? Ben, alors, compliqué, je sais pas si c'est réellement le mot, mais ça demande énormément de rigueur. Parce que ben, tes animaux, c'est des êtres vivants. Bien sûr. Tu dois t'occuper d'eux tous les jours. Quand toi, t'es malade, ben, faut bien trouver une solution. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, mes animaux, enfin, comme je te dis, j'ai toujours été élevé comme ça. Mes animaux, ils mangent le matin. Moi, des fois, même avant que moi j'ai mangé, je peux t'assurer que mes animaux, ils ont déjà mangé. Donc tous les matins, très tôt, je suis ici. Après, ben, ça demande du soin, il faut les baigner parce qu'en Guadeloupe, on est très à sujet des parasites externes. Donc les tiques, etc. Donc il faut les baigner, il faut les vermifuger, il faut donner des vitamines. Moi, je fais de la reproduction, donc quand tu as des petits, il faut s'assurer que tout le monde va bien, etc. etc. Donc compliqué, ce serait pas vraiment le mot, mais ça demande d'être très rigoureux. Très rigoureux, Et en vrai, c'est pas compliqué pour toi, puisque c'est, entre guillemets, presque devenu une passion, en vrai. Ben, c'est ma passion, et j'aime ce que je fais, donc effectivement, je compte pas le temps. Ça m'arrive de rester ici jusqu'à pas d'heure et de venir ici très tôt le matin. Mais bon, moi, je regarde pas ça. Est-ce que tu te verrais dans un autre domaine, faire un autre travail, autre chose? Ben, à vrai dire, oui, puisque ben, moi, mes études, j'ai fait des études dans le domaine du numérique. Et mon travail à plein temps, ben, c'est dans le numérique. D'accord, ok. L'élevage caprin, c'est ce que je fais à côté. D'accord. Et comme je te dis, ben, c'est le week-end ou le matin très tôt. Et en vrai, c'est vraiment ça qui t'a permis d'allier ce côté numérique avec ta passion, en fait, parce que tu es dedans de base. Ben, tout à fait. En plus, ben, c'est toujours, même maintenant, actuellement, c'est assez bizarre de dire que le gars il travaille dans le numérique et qu'en même temps il fait de l'élevage caprin. Mais moi, effectivement, j'ai voulu allier les deux et jusqu'à maintenant, je trouve que ça marche plutôt bien, donc je déroule, quoi. En tout cas, big up pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette discussion. Il n'y a pas de souci. Et à bientôt. Ok, ça marche. La famille, cet épisode de Bocaz touche à sa fin.
on est parti à la rencontre de personnes extraordinaires. On est parti à la rencontre de Maëva. On a parlé de distillerie. On a aussi parlé un peu d'histoire. On est ensuite allé voir Emma. On a parlé de massage, de sonothérapie. Et on a fini avec Landry et on est allé voir son élevage caprin. C'était juste incroyable. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bocaz. C'était Emma. Que du love.